cité administrative du Plateau, les fréquentes pannes d'ascenseurs pénalisent fonctionnaires et visiteurs. À quand leur réhabilitation? Enfin, 27 décembre 1979, l'armée soviétique envahit l'Afghanistan. Le pays sera occupé pendant de longues années. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue sur RTI 2. Fonctionnaires et usagers des services publics administratifs obligés de grimper ou descendre les escaliers pour rejoindre les bureaux. Ce calvaire se déroule quotidiennement à la cité administrative dans la commune du Plateau. La raison, les ascenseurs sont fréquemment hors service. Ce problème, bien entendu, affecte la productivité et le déroulement des activités. Alors à quand la réhabilitation des ascenseurs de la cité administrative? On en parle avec Dangui. Abidjan, Plateau, cité administrative, Tourcé, il est 8 heures. Travailleurs et usagers attendent dans le rang leur tour de pouvoir embarquer dans le seul ascenseur encore opérationnel, capable de les conduire au-delà du 15e étage, les deux autres étant en panne. La longueur de l'attente alimente parfois des frustrations. C'est un désagrément parce que ça fait longtemps que ces ascenseurs sont en panne et nous, ça nous gêne beaucoup. On est obligé d'attendre. Souvent, on va en retard au bureau, mais on vient vite, mais à cause des ascenseurs, on est là. On n'arrive pas à aller rapidement chez le patron. Je travaille au rez-de-chaussée et mon patron se trouve au 4e. Donc avant d'aller prendre un document chez mon patron, je vais prendre d'abord l'escalier pour aller. Donc ça me fatigue. Quand vient enfin cet ascenseur, c'est souvent la bousculade. Les surcharges aussi, en violation des consignes de sécurité. Une alternative au rang et aux bousculades, les escaliers. Encore faut-il avoir du souffle, mais de nombreux usagers n'ont pas toujours le choix. Ça épuise, puisque les ascenseurs ne sont pas fonctionnables, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus les escaliers. Et puis nous sommes d'un tour administratif, on doit aller plus rapidement pour donner les bruits. On constate une certaine lenteur, alors que vous savez, quand chacun sort le matin, on est un peu pressé. Prendre les escaliers pour un numéro qui est aussi long, c'est vraiment du travail. Donc si on peut à court terme régler la solution des ascenseurs, ça va faire notre affaire. Usagers et agents de l'État en service à la cité administrative ont fini par s'habituer aux pannes intempestives d'ascenseurs et leurs conséquences fâcheuses sur la qualité du service. Autre actualité, les personnes en situation de handicap plaident pour un recrutement dérogatoire à la fonction publique. Le gouvernement ivoirien avait récemment annoncé 158 handicapés recrutés avant la fin de l'année 2017, mais le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés réclame plus de postes. Les détails avec Moussa Kounaté. Le recrutement dérogatoire des personnes handicapées se poursuit. 158 personnes en situation de handicap vont intégrer la fonction publique. La nouvelle réjouit les organisations de personnes handicapées. C'est une satisfaction pour nous parce qu'on n'a pas pris la rue afin que le gouvernement ne prenne cette décision-là. Voilà pourquoi nous devions donc témoigner notre reconnaissance au chef de l'État après cette mesure qui démontre sa ferme volonté de construire une société inclusive. Le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire souhaite une augmentation de ce nombre. Bon, il va falloir que l'État revoie un peu le nombre de 158, voire 700 personnes. L'État peut recruter 700 personnes parce que l'information que nous recevons, c'est qu'en 2018, la fonction publique va recruter plus de 15 000 personnes. Et si nous-mêmes, simplement, nous allons sur la base même de 10%, ça fait 1500 personnes. Si on va sur la base de 15 000 personnes, plus de 15 000 personnes qui seront recrutées en 2018, on est à 0,9%. Je pense que c'est vrai, la volonté de recruter les personnes handicapées est vraiment à saluer. Et ça, nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire, mais le nombre de personnes doit vraiment être revu à la hausse. Les handicapés diplômés sans emploi sont donc pris en compte par l'État de Côte d'Ivoire. En 2015, 300 ont rejoint le rang des fonctionnaires. Ces 158 nouvelles recrues vont porter à 1095 le nombre de personnes handicapées recrutées à la fonction publique depuis 1998.
Revenons, si vous le voulez bien, sur la célébration de la Noël 2017. Plusieurs enfants vivant avec un handicap physique ont participé hier à un arbre de Noël dans la commune de Songon. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Lobus Action. Le point avec Doigt de Laser. Gilles Begré-Loba, 54 ans, est cloué au sol depuis son jeune âge. Il a été victime d'une malformation physique à l'âge de 5 ans. J'étais très petit. On est parti comme tout petit garçon. Je suis lavé dans l'eau, dans le baigner dans l'eau. Bon, je suis arrivé à la maison et j'ai attrapé un froid. Et puis, bon, c'est parti comme ça. En me voyant avec mon état, je ne veux pas voir aussi des personnes comme moi qui souffrent quelque part. Malgré son handicap, Gilles Begré-Loba est fondateur de l'organisation non gouvernementale Lobus Action, une ONG qui œuvre pour le bien-être des personnes en situation de handicap. Pour offrir le sourire aux enfants démunis de Songon, Mbraté, un arbre de Noël est organisé. Une œuvre de solidarité soutenue par APCI, Association des paralysés de Côte d'Ivoire, et la plateforme internationale des jeunes pour explorer et développer des compétences individuelles. Par le passé, nous n'avions pas eu cette opportunité. Si aujourd'hui nous pouvons, à notre humble niveau, permettre à certains enfants de ne pas se voir différents des autres enfants, pensons que ça serait de bon augure. Dans le genre, il y a aussi les handicapés qui sont marginalisés. Il faudrait aussi redonner le sourire à ces enfants-là pour que tous nous puissions être dans une paix et le plein accomplissement du potentiel humain. Des jouets et de la nourriture ont été distribués aux enfants handicapés de Songon. Les bénéficiaires et leurs parents expriment la joie de recevoir des cadeaux. Parce qu'il a trouvé cadeau, ça veut moi, c'est à cause de ça. Je suis content. En tant qu'handicapé, je n'ai pas les moyens pour acheter des cadeaux pour mes enfants. C'est la fête. Voilà. Nous autres qui n'avons pas les moyens, cette occasion s'est présentée, il faut qu'on profite en même temps. Au total, 150 enfants handicapés physiques de la commune de Songon ont bénéficié de cette action de solidarité. Fini donc les beaux moments de la Noël 2017. La vie reprend maintenant son cours normal. À Rio de Janeiro, la plus grande ville du Brésil, les Pères Noël ont raccroché leurs costumes. Ils se sont donc retrouvés hier pour tailler leur barbe et partager un bon repas. Second tour de la présidentielle au Libéria, c'est l'heure du dépouillement des bulletins de vote. Cette opération a commencé hier. Le nom du successeur de Ellen Johnson Sirleaf sera connu dans les prochains jours. Le Guatemala suit les traces des États-Unis. Le président guatémaltèque Jimmy Morales a annoncé récemment que l'ambassade de son pays en Israël sera transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Il s'agit d'une décision souveraine selon les autorités guatémaltèques. Opération délicate en Syrie, pays ravagé par la guerre. Des évacuations médicales ont débuté aujourd'hui dans la Ghouta orientale. C'est une zone proche de Damas, la capitale dans laquelle les insurgés syriens tiennent encore plusieurs positions. Direction à présent la région nord de la France pour visiter la ferme des 1000 vaches. Ce projet de ferme industrielle est né en 2009 pour augmenter la production laitière du pays. Midi, c'est l'heure de la traite à la ferme des 1000 vaches dans le nord de la France. C'est une exploitation unique dans le pays et un modèle controversé. Plus de 800 vaches laitières sont élevées sous ces hangars pour une production de lait à échelle industrielle. Ici, les vaches sont traites 3 fois par jour. On fait une rotation toutes les 10-11 minutes, c'est le temps nécessaire pour préparer la mamelle, traire le lait et assurer l'hygiène de traite. Ce qui fait qu'on traite en moyenne 230-240 vaches à l'heure. On va produire à la traite de midi à peu près 8000 litres de lait. La ferme dite des 1000 vaches, qui peut en réalité en accueillir 880 maximum, a commencé à fonctionner en septembre 2014, après un chemin semé d'embûches. Manifestations, blocages et sabotage du site, attaques en justice. Depuis des années, des opposants, riverains et écologistes, multiplient les actions contre un modèle qu'ils jugent déraisonnable. À leurs yeux, cette ferme-usine ne respecte pas le bien-être des animaux. Ces vaches ne sortent par exemple jamais dans les champs. Dans leur viseur aussi, les quantités de lisier épandues dans les champs voisins, accusés entre autres de dégager un gaz toxique et de polluer les nappes phréatiques. C'est une vision de l'entreprise qui est une vision complètement passéiste.
Aujourd'hui, l'industriel qui veut s'installer, il doit tenir compte de l'environnement, il doit tenir compte de la population. Et aujourd'hui, il doit tenir compte aussi surtout de ce dont on parle beaucoup, c'est-à-dire le dérèglement climatique, l'impact au niveau écologique, et puis voilà. La ferme des 1000 vaches est à l'opposé du modèle traditionnel français d'exploitation familiale. Mais ce mode de production est répandu dans d'autres pays comme l'Allemagne. 22 personnes y travaillent à plein temps et tout le lait part directement en Belgique où il est vendu à une coopérative laitière. Face à ses détracteurs, son directeur se défend bec et ongles. Il assure respecter scrupuleusement les normes et a gagné plusieurs fois en justice. Vu le nombre d'inspections dont on a fait l'objet de par les services vétérinaires du département et d'un audit fait par un expert de bien-être animal qui a conclu que tout ce qui pouvait être mis en œuvre en l'état actuel des connaissances a été mis en œuvre, démontre qu'on respecte le bien-être animal. L'exploitation n'est pas encore rentable. Pour diversifier ses revenus, son directeur espère pouvoir installer un méthaniseur qui lui permettrait de vendre du gaz obtenu par la fermentation du lisier. Les opposants espèrent bien quant à eux que d'autres fermes de ce genre n'ouvriront jamais en France. En 1979, un an après la révolution marxiste, Hafizullah Amin devient président de la République d'Afghanistan. D'abord soutenu par les soviétiques, il finit très vite par se fâcher avec eux. Le 27 décembre 1979, plus de 5000 soldats soviétiques vont alors faire leur entrée à Kaboul, la capitale afghane. Ils vont occuper le pays pendant près de 10 ans. Les explications de Thomas Guessambi. Mohammed, cousin du dernier roi d'Afghanistan, est alors président de la République depuis son coup d'État de 17 juillet 1973. Il fut assassiné le 28 avril 1978 par la branche communiste soutenue par les soviétiques au sein du PDPA. Le secrétaire général du PDPA, Nour Mohammad Taraki, soutenu par les soviétiques qui se méfiaient de son rival plus radical, Amin, s'arroge tous les pouvoirs. Mais Hafizullah Amin le fera assassiner le 14 septembre 1979 pour prendre sa place. Des purges ont entraîné plusieurs dizaines de milliers de morts parmi les communistes du Parcham. Le contexte régional de 1979 est particulièrement inquiétant. Les soviétiques décident d'intervenir directement pour stopper Amin. La guerre civile entre communistes afghans de l'aile dure et le camp des plus modérés bat son plein. Le 27 décembre 1979, les troupes soviétiques entrent dans Kaboul où elles assassinent Amin, estimant qu'il n'était pas fiable. Babra Karmal, ancien bras droit de Mohammad Daoud Khan, contrôle désormais le pays. Les grandes villes et l'armée afghane étaient effectivement sous contrôle soviétique après 1979. Les Moudjahidines du peuple s'opposent à l'occupation du pays par plus de 100 000 soldats soviétiques. La résistance afghane parvient à reconquérir environ 4/5 du territoire. La résistance populaire, par contre, fut soutenue par les pays ouvertement islamistes, Arabie Saoudite, Pakistan, et par les Américains et leurs alliés. Le 14 janvier 1980, l'intervention militaire est condamnée par l'ONU, la Roumanie et la plupart des pays musulmans. La plupart des pays occidentaux boycottent les Jeux olympiques qui se tiennent à Moscou du 19 juillet au 3 août 1980. Le 11 mars 1985, Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir. Il renforce sa présence en Afghanistan. Après quelques victoires militaires, le retrait des troupes soviétiques est annoncé le 20 juillet 1987. Voilà, merci de nous avoir suivis.